Très bien les amis, bon vendredi. Ce vendredi va probablement être le plus fou jamais vu dans cette émission. J'ai annoncé hier que j'avais une grande annonce à faire. Je ne dis pas ça à la légère. Quand je dis que j'ai une grande annonce, je le pense vraiment. Je ne vais pas vous faire un gros teasing pour ensuite vous décevoir. Et celle-ci est vraiment énorme. Je pense que tout le monde ne parlera que de ça. Je ne sais pas si cela s'est déjà produit dans l'histoire du monde, impliquant un président et une maman journaliste en Amérique. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue à nouveau sur Candice. Très bien, par où commencer? Hier, j'ai reçu une lettre, et je dirais que cette lettre a probablement changé le cours de cette année, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de m'envoyer des lettres, et je vais vous dire que j'ai reçu celle-ci d'un huissier de justice. Maintenant, quand vous entendez que vous recevez une lettre d'un huissier de justice, vous pensez à deux choses dans mon monde. Soit vous êtes poursuivi en justice, soit vous êtes assigné à comparaître. En réalité, cela arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Parfois, on vous implique dans le procès de quelqu'un d'autre. Ils pensent dans ce que vous détenez des informations ou des messages, ou alors c'est vous-même qui êtes poursuivi, comme lorsque j'ai été poursuivi en diffamation par Kimberly Klasick, procès que j'ai finalement gagné après des années. Donc, ce n'est plus quelque chose qui m'inquiète particulièrement, parce que, en général, parfois on vous implique sans qu'il y ait vraiment de raison. Votre avocat y répond et tout est réglé. Mais cette fois, la lettre m'était bien adressée. Et ce qui était étrange, c'est que lorsque mon avocat a pu déterminer de quoi il s'agissait et qui en était l'expéditeur, c'était atypique, car ce n'était ni un procès ni une assignation, mais une lettre au ton très ferme. En somme, une menace juridique. Et en général, on n'utilise pas d'huissier pour des menaces juridiques. Ce qui était encore plus étrange, c'était l'identité de l'expéditeur. Cela venait d'un cabinet d'avocats représentant le président en exercice Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est insensé. Je ne pense pas que cela soit déjà arrivé dans l'histoire du monde. De façon plausible, on n'entend jamais parler d'un dirigeant étranger actuellement au pouvoir qui envoie des lettres juridiques à des personnes se trouvant dans d'autres pays, peu importe ce que cette personne peut dire, mais vous allez voir, ça va devenir encore bien plus fou que ça, d'accord? Parce qu'il y avait beaucoup de choses étranges dans cette lettre. Avant tout, ils ont expressément demandé que je ne la rende pas publique. Ils ne voulaient absolument pas que je rende cette lettre publique. C'était écrit partout. Ceci n'est pas destiné à être diffusé publiquement. D'accord, vous n'avez aucun droit légal de dire à quelqu'un qu'il ne peut pas partager une lettre qu'il a reçue. Je suis désolée que vous l'ayez envoyée. J'ai le droit de la partager. Et je vais vous dire ce que je soupçonne à ce sujet. Cela donnait l'impression qu'ils voulaient garder tout cela très discret, mais en plus de me demander de ne pas la rendre publique, ils se sont mis à m'expliquer comment je me rendais coupable de différents types de diffamation. Je vais vous montrer cette lettre parce que l'histoire qui l'entoure est encore plus folle, d'accord? Donc tout d'abord, ils répondent à des déclarations. La majeure partie de cette lettre répond à des déclarations que j'ai faites en mars dernier. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils ont envoyé cette lettre, qui a été datée du 3 décembre. Cette partie est encore plus folle. Mais en plus de me dire de ne pas le rendre public, ils me disent tout de suite que ça ne me regarde pas que Brigitte Macron soit un homme ou une femme. Elle n'a pas besoin de répondre à cette question. Voici ce qu'il disait. Je vais vous lire ceci mot pour mot. Il a déclaré que cette campagne de désinformation est presque entièrement basée sur une vision négative. Madame Macron n'a pas fourni de preuves définitives qu'elle est une femme. Donc elle doit être un homme. Non seulement c'est une base intrinsèquement peu fiable pour une affirmation, mais aussi, et ceci est en gras, Madame Macron ne vous doit pas la preuve qu'elle est et a toujours été une femme parce qu'en toute franchise, cela ne vous regarde pas. Il est arrogant, égocentrique et vraiment offensant de croire que l'on vous doit des preuves concernant le sexe, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle d'autrui. Et de plus, il est diffamatoire de traiter quelqu'un de menteur lorsqu'il choisit à juste titre de ne pas céder à vos exigences. Ensuite, il est dit « ne vous y trompez pas ». Il n'y a aucune honte à être LGBTQ+, mais vos accusations vont au-delà de cela. D'accord, donc tout en haut, encore une fois, ce qui m'a toujours semblé étrange dans cette histoire, c'est que cela dure depuis environ 10 ans, d'accord? Maintenant, si je suis le président et que je fais face à un problème qui dure depuis 10 ans, où des gens disent que ma femme a un pénis et que je pourrais très facilement démentir cela,
Je ne vais certainement pas payer des avocats à l'étranger pour envoyer des menaces et des lettres juridiques qui disent « Oh, d'accord, eh bien, nous n'allons pas répondre à la question, mais nous allons quand même vous envoyer une lettre de 100 pages. » C'était 100 pages. La plupart, c'était de la transcription. C'était vraiment comme une lettre de 33 pages. Encore une fois, la plupart, c'était de la transcription. Mais le fait est que c'est beaucoup d'efforts pour quelque chose qui peut être si facilement démenti. Tellement facilement démenti. Et je ne suis pas le seul journaliste. Je l'ai fait aussi, d'accord? Ils envoient des lettres, du harcèlement civil, disant que cela leur cause du stress. Ça leur cause de l'anxiété. À un moment donné, ne répondrais-tu pas simplement à la question? En faisant preuve de bon sens. Mais cela devient encore plus intéressant. Ils écrivent aussi dans cette lettre que ce qu'ils considèrent comme diffamatoire, entre autres choses, c'est en réalité simplement l'implication faite au peuple français qu'ils sont frauduleux et qu'ils mentent. Alors, laissez-moi vous lire ce passage également dans cette lettre que je ne suis pas censé rendre publique du tout. Ces allégations sont diffamatoires pour plusieurs raisons. D'emblée, il faut que ce soit clair. Qu'il n'y a rien de diffamatoire ou de préjudiciable à la réputation dans le fait d'être transgenre. Mais ce qui est diffamatoire et extrêmement préjudiciable, c'est d'attaquer l'intégrité et la crédibilité d'un président. J'étais comme ça. Je suis désolée. Je ne peux pas m'empêcher de rire en général à ce sujet parce que je pense juste au président Trump et à toutes les attaques, comme si ce qui était diffamatoire, c'était d'attaquer l'idée que Biden ment ou que le président Trump ment. En France, il n'est pas permis de remettre en question leur intégrité. C'est vraiment une lettre typiquement européenne, dans le sens où ils ont aucune idée de ce que signifie réellement la liberté d'expression concernant un président et Madame Macron, avec cette rumeur malveillante selon laquelle il mentirait et manipulerait le peuple français, alors que vous saviez déjà que c'était faux au moment de la publication. Bon, évidemment, je ne pense pas du tout que ce soit faux. Je vais même vous expliquer encore plus pourquoi j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup à dire sur cette histoire. Mais le simple fait d'écrire cela me paraît très étrange. Il continue en expliquant que la seule preuve que nous avons, ce qui est complètement faux, serait un logiciel chinois qui compare les visages d'elle et de son prétendu frère, qui n'aime pas se montrer, alors qu'il suffirait de le faire apparaître pour démentir tout cela, non? Et ils disent que c'est n'importe quoi de prétendre qu'ils se ressemblent. Tous les frères et sœurs se ressemblent, ou certains peuvent même se ressembler exactement. Ils affirment que c'est tout à fait normal. Et ensuite, ils apportent encore plus de preuves pour montrer qu'il est évident que Brigitte n'est pas un homme. Et la preuve, c'est que Brigitte dit qu'elle n'est pas un homme. Je ne plaisante pas. Voici, c'est le texte exact d'une lettre. Ils écrivent, au-delà de cela, votre théorie du complot repose sur le refus de la famille de Madame Macron de se soumettre à l'examen du public. D'accord, les amis? Donc, la raison pour laquelle ils ne répondent pas à cela, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'être soumis à un examen public. Pourquoi? Un président et une première dame devraient-ils être soumis à un examen public? Ce n'est pas habituel en Europe où la liberté d'expression est limitée. Ils peuvent vous faire taire et vous poursuivre en justice pour avoir parlé. Comme je l'ai dit, ils vont avoir un réveil brutal. C'est l'Amérique. Et la phrase suivante me touche vraiment parce qu'ils disent que ce qui devrait être une preuve suffisante pour réfuter ces mensonges, c'est que Madame Macron les a démentis. Le président Macron les a démentis. Et Madame, la fille de Macron, Typhon, les a démentis. D'accord. Voilà donc comment ça se passe maintenant devant les tribunaux, les gars. Si je dis non, en l'absence de toute preuve, vous devez simplement accepter que c'est la vérité. Tout le monde dit toujours la vérité, tout le temps, surtout en politique. On n'a pas encore compris ça? Personne ne ment jamais en politique. S'ils disent quelque chose, c'est forcément vrai. Fais-moi confiance, mec. C'est en gros, fais-moi confiance, mec. Ensuite, ça devient encore plus bizarre parce qu'ils parlent de t-shirt comme d'une forme de journalisme jaune. Donc j'ai vendu. Ce t-shirt qui se moquait de Brigitte Macron, c'était une fausse couverture du magazine Time et il était écrit « Homme de l'année ». Et ils considèrent cela comme une forme de journalisme jaune. Et c'est intéressant. Donc, je vais vous lire ce passage tout de suite. Il est écrit « Depuis lors, vous avez continué à faire sciemment et intentionnellement du journalisme jaune, diffamant les Macron. En effet, vous avez publié un autre épisode mentionnant la conspiration le 26 juin. Et puis, il est dit que le 7 juillet, vous avez apporté ces mensonges dans l'émission de Jimmy Dore. Le 8 juillet, vous avez de nouveau publié sur X, cette fois avec une photo de vous, portant un t-shirt affichant une fausse couverture de Time Magazine Man of the Year, mettant en vedette Madame Macron, qui a reçu 832 000 vues et 3 000 retweets.
Et ils ont en fait mis une photo de moi portant le t-shirt dans cette lettre juridique. Et j'ai écrit « Je l'annonce maintenant, Time Man of the Year ». Chemise incroyable. Évidemment, il faut maintenant remettre ce t-shirt en vente. Je ne sais pas ce qui est attaquable dans un t-shirt parodique. Je ne suis pas sûre de là où ils veulent en venir avec ça. Mais ils ont voulu mentionner, dans une lettre très formelle, que c'est une forme de journalisme jaune parce qu'il n'y a évidemment jamais eu de t-shirt fabriqué à propos du président Trump ou de Biden. Vous n'avez plus le droit de faire ça. Vous n'êtes pas autorisé à vendre des casquettes « Make Kamala Indian ». Sérieusement, pourquoi diable ont-ils inclus ça? Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ensuite, ils insistent pour m'expliquer qu'en France, traiter quelqu'un de violeur, les lois sont différentes. Et ils insistent sur le fait que ce n'est pas un viol sur mineur parce qu'Emmanuel avait ou aurait eu 15 ans. Ils le sous-entendent fortement. Voici la formulation exacte de la lettre. Il est écrit « Madame, Macron n'a pas commis de viol statutaire sur le président Macron. Soyons clairs, l'âge de consentement en France est de 15 ans. Les deux se sont rencontrés et sont tombés amoureux en 1993 lorsqu'elle était professeure de théâtre et qu'il avait 15 ans. Lorsque le président Macron avait 17 ans, il a juré d'épouser Madame Macron et il a tenu sa promesse. Ils se sont mariés en 2007 lorsque le président Macron avait 29 ans. Maintenant, je veux d'abord vous dire que c'est stupéfiant. Parce que pendant toute la période où le président Macron était en campagne, leur version de l'histoire était qu'il avait 17 ans. D'accord? Or, nous avons ici un écrit qui montre qu'ils sont en train de modifier cela. Toutes les publications disaient « Oh, il avait 17 ans ». Cela donne l'impression qu'il était presque majeur. Et elle, cependant, je crois qu'il disait qu'elle avait 34 ans. Et l'une des choses que nous vous avons dites, c'est que toute cette légende qu'ils ont créée dans les médias traditionnels était malhonnête. Et ils ont laissé cela continuer encore et encore jusqu'à ce que des gens commencent à enquêter, des journalistes indépendants, et se disent « Attendez une seconde, Emmanuel Macron n'avait pas 15 ans ». Et je crois aussi qu'il y a une interview où Emmanuel Macron déclare qu'il l'a rencontré, oui, avant d'avoir 15 ans. Mais le fait qu'ils laissent entendre que l'âge de consentement en France est de 15 ans est en réalité une malhonnêteté totale. Car ce qu'ils omettent de dire, c'est qu'à l'époque où ils étaient ensemble, l'âge de consentement était de 15 ans seulement, si la personne avec qui ils avaient une relation sexuelle, n'était pas quelqu'un qui avait du pouvoir ou de l'autorité. C'est toujours la loi en France aujourd'hui. D'accord. Donc, pour que ce soit considéré comme l'âge de consentement, il ne peut pas s'agir d'un enseignant. Il ne peut pas s'agir d'un thérapeute. Il ne peut s'agir d'aucune personne qui, lorsque vous êtes mineur, exerce un contrôle sur vous. Et comme ils l'ont mentionné dans ce même paragraphe, Emmanuel Macron était l'élève de Brigitte Macron. Donc cela n'aurait pas été autorisé par la loi. Et c'est un sujet sur lequel nous sommes prêts à débattre. En Amérique, cela serait considéré comme un viol statutaire. Et en France, je suis presque certain que cela constitue un viol statutaire. Mais nous allons vous permettre d'y répondre de manière plus approfondie, car maintenant que nous avons établi la connexion, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas répondre à nos questions précises. Nous allons continuer et vous montrer un peu plus de cette lettre, car pour moi, c'était la partie la plus folle de toute l'affaire. Donc, après avoir dit « Nous n'avons pas à vous fournir de preuves, nous n'avons pas à vous montrer de preuves, fais-moi confiance, mec », ils essaient ensuite de dire qu'il y a eu des journalistes qui ont présenté certaines preuves et que vous auriez dû faire attention, sous la forme de « je ne plaisante pas », cela vient du président de la France. Ils nous ont soumis des captures d'écran d'une vidéo vieille de 8 ans qui, selon eux, prouverait que Jean-Michel Trogneux, donc la théorie, c'est que Brigitte a vécu sous le nom de Jean-Michel Trogneux, puis a pris le nom d'une sœur appelée Brigitte et est devenue Brigitte Trogneux. Plus tard dans sa vie, d'accord. C'est la théorie. Ils disent maintenant que ce journaliste a remarqué qu'à l'arrière-plan de l'investiture d'Emmanuel Macron, le vrai Jean-Michel Trogneux était présent. Ils nous ont envoyé un lien YouTube. Je ne plaisante pas, il s'agit de 2 moments différents. Et ils affirment qu'à l'arrière-plan, on voit ce petit homme rond. Je vous montre, c'est en fait tiré d'une lettre d'avocat, juste ici. Ils disaient que c'est Jean-Michel Trogneux. Voilà, ça c'est une preuve. Regardez, c'est une image fixe. Ils nous ont ensuite envoyé un lien YouTube de l'investiture. Et à l'arrière-plan, ils disent, voyez, à l'arrière-plan, c'est Jean-Michel Trogneux. On le jure, on jure que c'est lui. Bonjour, vous êtes la prétendue première dame, premier homme de France. Et Emmanuel Macron, vous me dites que c'est la preuve que vous fournissez aux journalistes pour prouver que cette personne existe. Un lien vers une vidéo YouTube que je vais vous montrer tout de suite. Voici le lien vers la vidéo. C'est ça, les gars, c'est la preuve.
Est-ce que c'était une preuve suffisante pour que vous laissiez tomber toute cette théorie? Ils ne font pas de déclaration, mais vous auriez dû remarquer ce qu'il y avait à l'arrière-plan. Ici, on va vous entourer pour que vous voyiez bien que c'est en fait le vrai Jean-Michel Troniel, celui avec qui ils refusent de faire une conférence de presse et dont ils ne veulent pas révéler le lieu de travail ou l'existence. Vous devez juste savoir que cela, à lui seul, réfute tout, parce que cette chaîne, édition spéciale, l'a capturé en arrière-plan. Et ils ont dit, un journaliste a dit que c'était... C'est certain, certains journalistes ont dit que c'était bien lui. Nous ignorons donc tous les journalistes qui disent que ce n'est pas le cas, et nous avons un nom pour cette personne qui est en arrière-plan. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, mais c'est tout. Ils ont envoyé cela via un grand cabinet d'avocats comme preuve que le vrai Jean-Michel Trogneau existe, l'homme persistant en arrière-plan, lien sur une vidéo YouTube vieille de 8 ans. Choquant. Ils sont également contrariés que nous, ici en Amérique, avons senti que la cérémonie des Jeux Olympiques était satanique. Je n'ai pas le droit de dire ça. C'est l'Europe. Vous n'avez pas la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas dire que la cérémonie des Jeux Olympiques était très clairement satanique. Et me voilà en train de le redire. Attendez qu'ils découvrent qu'on ne peut pas dire à un chrétien ce qui est ou n'est pas satanique simplement parce qu'on est le président de la France. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ils l'ont écrit dans la lettre. C'est réel. Vous insistez encore plus sur ces mensonges après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, le 29 juillet. Vous avez publié un autre épisode intitulé « Les Jeux Olympiques dévoilés, Brigitte Macron ». Comme vous le savez, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 a été largement mal interprétée comme une reconstitution de la scène, alors qu'elle était censée représenter la fête de Dionysos. Néanmoins, vous avez affirmé que la cérémonie olympique satanique était en réalité une cérémonie pour honorer Brigitte Macron parce qu'elle est transgenre. Vous avez publié sur X que Brigitte est un travesti et vous avez qualifié cela d'état démoniaque. Maintenant, cela en vient à les voir faire intervenir l'archevêque Vigano parce qu'il parle de moi en train de retweeter l'archevêque Vigano. Regardez ceci. Il est révélateur que vous ayez retweeté une déclaration de l'archevêque Vigano. Un homme qui venait tout juste d'être excommunié de l'Église catholique pour avoir nié la légitimité du pape François et pour d'autres crimes de schisme. Et c'est moi qui retweete l'archevêque Vigano, appelant explicitement Brigitte Macron travestie. À ma connaissance, l'archevêque Vigano n'a pas reçu de lettre le menaçant. N'est-ce pas étrange? Le travesti de Baltimore n'a pas du tout reçu de lettre le menaçant. Et je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, dans chaque lettre que les gens envoient, il doit toujours y avoir une mention honorable des frères Tate parce qu'ils sont toujours pertinents. Et puis, ils ont écrit ceci, ce qui est très étrange. Ils n'incluent pas le langage ici. Votre campagne de désinformation incluait les frères Tate, une paire de misogynes grossièrement autoproclamés qui sont accusés de trafic d'êtres humains. Je vais vous montrer à quel point cette ironie est savoureuse dans un instant. Le 14 août, vous avez reçu Tristan Tate dans Candice et discuté de ces accusations. Et le lendemain, le 15 août, vous avez reçu son frère, Andrew Tate. Dans l'épisode du 15 août, vous et Andrew avez réitéré vos affirmations selon lesquelles les Macron sont malhonnêtes et vous avez laissé entendre que l'élection française était truquée, comme l'élection américaine de 2020. Maintenant, je sais que je n'ai certainement pas laissé entendre que l'élection française était truquée parce que je ne suis pas la politique française. Je suis cette histoire parce qu'elle est énorme. Et la façon dont vous agissez, en essayant de jouer à la taupe avec chaque personne qui s'intéresse à l'affaire et qui reconnaît qu'il y a quelque chose ici, me paraît étrange. De même, le fait de me demander de ne pas publier la lettre me semble étrange. Et enfin, concernant le fait que nous sous-entendions que vous êtes malhonnête, je ne sais même pas. Vous avez perdu la tête? Vous avez perdu la tête au point de penser que les gens ne peuvent pas sous-entendre qu'un président et sa femme sont malhonnêtes? Ou alors, est-ce vraiment à ce point en France? C'est à ce point-là? Est-ce que vous êtes tellement dans l'illusion que je ne pourrais pas dire que je crois que vous et votre femme mentez? C'est presque une condition pour faire de la politique. Il faut mentir. On est littéralement obligé de presque mentir pour y arriver. Président de la France ou président de n'importe quel pays dans le monde entier. De quoi parle réellement cette lettre? Eh bien, vous vous demandez peut-être pourquoi cette lettre arrive maintenant, car, encore une fois, elle fait référence à des publications de juin, principalement à un épisode que j'ai publié en mars sur une autre plateforme. Ils n'ont absolument pas inclus cette plateforme dans leur plainte. Donc, cela me vise au moins 6 mois après la dernière fois où j'ai parlé d'Emmanuel Macron. L'histoire que je vais vous raconter est folle. Absolument folle. Attendez une seconde, nous allons passer la parole à quelques annonceurs, puis je vous dirai pourquoi je pense qu'ils ont vraiment envoyé cette lettre.
Les mondialistes se préparent-ils à une panique pandémique après leur échec dans les urnes en novembre? À quelques semaines de l'investiture du président Trump, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence pour la grippe aviaire, s'octroyant des pouvoirs étendus rappelant les politiques COVID-19. Cette information fait suite à un cas grave de grippe aviaire H5N1 signalé en Louisiane. Les critiques avertissent que les craintes pandémiques pourraient être utilisées pour contester le programme de Trump, y compris la nomination de RFK Jr. pour diriger le HHS. S'agit-il d'une crise sanitaire ou d'un jeu de pouvoir? L'été dernier, le Dr Peter McCullough a mis en garde contre la grippe aviaire, liant la propagation rapide du virus à la recherche sur le gain de fonction, pratique courante dans de nombreux laboratoires à travers le monde. McCullough recommande une prévention précoce au cas où, en recommandant un kit d'urgence contre la contagion de l'entreprise de bien-être. Son conseil médical a approuvé une solution contenant 5 médicaments essentiels pouvant sauver des vies, comme l'ivermectine, le Tamiflu, un nébuliseur et l'hydroxychloroquine. Chaque foyer peut désormais avoir accès à ces médicaments difficiles à obtenir en cas de nouvelle pandémie. Obtenez le vôtre en remplissant un formulaire d'admission numérique et votre kit arrivera dans un délai d'1 à 2 semaines. N'attendez pas que l'État profond remette ses plans à exécution. Restez prêt à faire face à l'imprévu. Si vous êtes résident des États-Unis, sur twc.health.candice, utilisez le code Candice, économisez $48 et la livraison gratuite. C'est twc.health.candice. Utilisez le code Candice. Le début d'année est parfait pour renouveler vos habitudes, prendre de nouvelles résolutions et devenir une version plus saine de vous-même. Si vous êtes prêt à investir dans des soins personnels qui font vraiment la différence, Nimi Skincare a quelque chose de spécial pour une peau éclatante. Utilisez le code Candice10 et obtenez 10% de réduction. Que vous vous fassiez plaisir ou aidiez quelqu'un à commencer la nouvelle année, c'est l'occasion idéale d'essayer soins luxueux de Nimi à prix avantageux. Nimi Skincare est plus qu'un produit. C'est une marque dont vous pouvez être fier. Chaque article est fabriqué aux États-Unis, reflétant valeurs de foi, famille et liberté. Si vous recherchez soins de la peau doux, Nimi propose une gamme de formules pures, sans parfum ni autres irritants potentiels, un choix réfléchi pour ceux qui souhaitent une approche plus douce. Avec ces produits efficaces, Nimi vous aide à commencer la nouvelle année en vous sentant confiant, revitalisé et prêt à atteindre vos objectifs. Alors, utilisez le code Candice dès aujourd'hui sur nimiskincare.com, c'est N-I-M-I skincare.com et économisez 10% sur votre achat. Offrez-vous le cadeau d'une peau éclatante et rafraîchie et commencez 2025 en toute confiance avec nimiskincare.com. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Pourquoi envoie-t-il cette lettre maintenant? Comme je l'ai dit, l'histoire que je vais vous raconter est plus étrange que la fiction, d'accord? Je pense que les Macron ont d'une manière ou d'une autre appris que nous sommes à seulement quelques semaines de publier un article explosif sur Brigitte Macron. Et je crois que cette lettre a été envoyée pour m'intimider. Je ne pense pas qu'ils avaient l'intention de déposer quoi que ce soit. Je peux me tromper. Mon instinct me dit ici que c'était vraiment destiné à m'effrayer à cause d'une interview que j'ai réalisée et dont ils s'inquiètent, car ils savent que lorsque je la publierai, elle deviendra virale, et c'est ce qui va se passer. L'histoire derrière cela, c'est que pendant la semaine de Thanksgiving, à la fin du mois de novembre, j'ai été contacté par un journaliste français affirmant détenir une multitude de preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle la première dame de France aurait vécu en tant qu'homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux avant de devenir et de transitionner vers Brigitte. Ces preuves comprenaient même les noms des médecins ayant travaillé sur Brigitte, ainsi qu'une théorie étayée par de nombreux éléments concernant l'identité de la mère des enfants qui ont donné naissance aux enfants de Brigitte. Parce que je considérais cette personne comme extrêmement crédible, j'ai pris l'avion et je suis allé rencontrer ce journaliste en Europe. Nous avons fait une interview qui a duré environ 2 heures devant la caméra et j'ai recueilli toutes ces preuves. Et apparemment, seulement 10 jours après cette première correspondance entre ce journaliste et moi, Emmanuel et Brigitte ont fait rédiger cette lettre à mon intention. Elle est datée du 3 décembre, donc seulement 10 jours. Donc cela me porte à croire que, d'une certaine manière, et encore une fois, je n'ai aucune preuve pour étayer cette affirmation, les communications de ce journaliste sont surveillées, qu'il savait qu'il prenait l'avion pour me rencontrer, qu'il savait que nous avions réalisé l'interview et qu'il savait que j'étais en contact avec lui pour lui dire que l'interview devait être diffusée dans 2 semaines. D'accord? Ils savaient que cela allait sortir ce mois-ci et qu'ils se sont dépêchés de publier cela.
pour renforcer cette lettre autant que possible, en prenant le risque que, recevoir une lettre du président de la France, c'est quelque chose d'effrayant. Vous savez à quel point il a du pouvoir? Au minimum, elle mettrait la conversation en pause et ne publierait pas l'entretien, en espérant que je serais simplement effrayée au point de me taire s'ils rendirent la lettre plus intimidante, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Au bas de la lettre, ils m'ont dit « Pense à Tucker Carlson et Dominion ». Je paraphrase ici. Ils ont mentionné Tucker Carlson et Dominion comme un procès. Des milliards de dollars que tu pourrais perdre, Candice, si tu couvres cette histoire. Tout d'abord, de quoi parlez-vous? Vous comparez des pommes et des plats surgelés Lean Cuisine à ce stade? Vous êtes un président en exercice, d'accord? Vous n'êtes pas au-dessus de tout reproche. Vous n'êtes pas au-dessus de la critique. Et j'ai certainement le droit de m'intéresser à vous et à votre vie et de poser des questions, d'accord? Vous n'avez pas le droit de comparer cela à une entreprise privée qui affirme subir des pertes réelles parce que les gens ne font plus confiance à leur technologie. Encore une fois, cela n'a été mentionné que pour essayer de m'effrayer, je le crois, parce qu'ils savent que nous travaillons sur ce sujet et qu'ils savent que nous avons les photos que nous avons qui racontent une histoire très différente de celle que les médias essaient de faire croire aux gens. Je pense que cela prouve quelle est leur stratégie. Brigitte et Emmanuel Macron, comme ils l'expriment dans cette lettre, ne disent rien. Ils ne donnent aucune information sur le fait que Brigitte soit ou non transgenre. Ils ne répondent pas aux allégations pendant qu'ils continuent et ensuite ils attendent que des journalistes fassent une erreur. C'est ce qu'ils ont fait à 2 autres journalistes qui étaient en France. Ils les ont poursuivis en justice et ils ont menti au public sur ce qui était réellement au cœur du procès, n'est-ce pas? Ils attendent que vous disiez qu'elle est transgenre, qu'elle était Jean-Michel Trognot, qu'elle a changé. Et puis, si vous faites un faux pas en parlant de quelque chose, comme l'a fait l'un des journalistes en disant « Je pense que cet acte de naissance est faux », ils vous poursuivent pour cela, pour diffamation. Et ils disent « En fait, cet acte de naissance n'était pas faux ». Mais en réalité, ils n'attaquent pas le fond du débat, à savoir si Brigitte, dans sa forme actuelle, a effectivement fait une transition à partir d'un homme nommé Jean-Michel Trognel. Ils ne répondront jamais officiellement à ces allégations. Bien qu'ils envoient ces articles fallacieux et des captures d'écran d'une vidéo datant de 7 ou 8 ans, ils affirment eux-mêmes qu'ils n'ont pas à répondre ni à fournir la moindre preuve. Donc, en ce qui concerne mon problème, ou plutôt leur problème avec moi, ils ont sauté sur une erreur que j'ai effectivement commise. D'ailleurs, ils n'ont pas tort, car après m'être entretenu avec les journalistes et avoir reçu la chaîne de preuves, ils ont raison de dire que je me suis trompée à ce moment-là. Encore une fois, je me fiais à de nombreux rapports, et j'avais bien précisé qu'il ne s'agissait pas de mon enquête, mais plutôt de ce qui se passait en France, où les gens essayaient de répondre à la question suivante. D'accord, si Brigitte Macron n'a pas donné naissance à ses enfants, qui l'a fait? Et j'ai cité à tort quelqu'un qui était alors soupçonnée du nom de Brigitte Proba-Ozière. Encore une fois, je ne faisais que répéter ce que les journalistes disaient à ce moment-là, et j'ai appris de ce journaliste qui est tout à fait crédible et travaille sur cette affaire depuis 8 ans que ce n'était pas exact. Et donc, c'est ce que vous attendez, Brigitte, n'est-ce pas? Des excuses pour cela, que vous considérez comme diffamatoires, pour avoir allégué que Brigitte Ozière était le père ou avait donné naissance à ses enfants, Brigitte Proba-Ozière. Vous avez raison. Je ne vais pas seulement corriger cela ici, je vais aussi le corriger dans le long article sur votre parcours sur lequel je travaille et que j'ai toujours l'intention de publier dans 2 semaines. Alors ne vous inquiétez pas. Toutes les erreurs que j'ai pu commettre, ces petits détails sur lesquels vous essayez de vous accrocher parce que vous ne voulez pas aborder le fond de ce que les gens présentent, à savoir si oui ou non vous êtes passé de Jean-Michel Trognot à Brigitte, toutes les erreurs que j'ai faites, je les corrigerai entièrement et publiquement. Et devinez quoi? Je peux maintenant le faire d'une manière meilleure que jamais. Parce que, heureusement, vous m'avez désormais contacté via votre cabinet d'avocat, ce qui signifie que nous avons maintenant une ligne de communication directe. Et je vais vous envoyer des questions précises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous pouvez maintenant répondre à ces questions ou choisir de ne pas y répondre. Et si vous refusez de répondre à ces questions, comme vous l'avez fait, eh bien, alors vous ne pouvez pas prouver ici qu'il y a une quelconque malveillance réelle, parce qu'il n'y en a pas. Je veux vraiment comprendre ce que je suis en train de regarder dans tout ce lot de preuves. Les personnes impliquées dans cette affaire, c'est, comme je l'ai dit, l'histoire la plus explosive jamais vue. Et ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle vous vous en prenez à moi, c'est que la seule raison pour laquelle cette histoire a été contenue aussi longtemps, c'est parce que tout se passait en France.
La plupart des gens dans le monde occidental peuvent parler et comprendre l'anglais, ce qui leur permet alors de voir l'histoire sous un autre angle. Mais quand seuls des journalistes français en parlaient, vous pouviez étouffer cette discussion. C'est fini. Je veux que vous sachiez que je ne suis absolument pas intimidée. En fait, vous avez même attisé davantage ma curiosité. Et je veux que vous sachiez que j'enquête sur tous vos amis, sur tous ces cas de pédophilie, sur les personnes impliquées dans l'affaire anglaise. Les gens ne connaissent même pas le scandale Olivier Duhamel, le scandale concernant un autre enfant de 14 ans, une personne qui vous soutenait, une personne avec qui vous étiez en contact fréquent, qui avait une fille, une belle fille, qui a révélé avoir été victime d'abus et qui a été invitée dans des cercles élitistes, que son frère a été abusé, plutôt, permettez-moi de corriger, que son frère jumeau a été abusé par Olivier Duhamel, ce que j'ai vérifié ce fait en ligne. Et cela semble être une affaire énorme en France, une affaire que Le Monde, qui est un peu l'équivalent du New York Times français, a couverte comme quelque chose qui vous inquiétait beaucoup, que le palais de l'Élysée, je cite, c'est dans Le Monde, depuis que l'affaire Olivier Duhamel a éclaté début janvier, Emmanuel Macron surveille chaque développement comme du lait sur le feu, rapportait Le Monde à l'époque. Inceste avec son beau-fils, le beau-fils de Duhamel, âgé de 13 ou 14 ans. Beaucoup de personnages dans votre entourage. Elisabeth Guigou, Hubert Vadrine, Daniel Cohn-Bendit, ces déclarations qui sont faites à leur sujet. Jean-Marc Borrello. Il y a eu de nombreux incidents sexuels autour de votre présidence dont les anglophones, le monde anglophone, ne sont pas au courant. Et tout cela m'a été soumis et je comprends profondément ce scandale. Et j'apprécie pleinement pourquoi un président d'un pays étranger prendrait le temps d'essayer de me faire taire, parce que vous avez fait un très bon travail pour contenir tout cela. Mais je ne sais pas si personne ne vous l'a dit. Je suis enceinte. Quand je tombe enceinte et que des gens me menacent, je n'apprécie pas du tout ce genre de menaces. Donc, cela va devenir extrêmement intéressant. Et je vais vous donner, à vous, mes auditeurs, mon idée de ce que je pense qu'il va se passer juste après un dernier message de nos sponsors. Depuis que la Fed a baissé les taux d'intérêt, vous devez appeler mes amis d'American Financing dès aujourd'hui. Consolidez vos dettes et réduisez vos dépenses mensuelles. Beaucoup d'Américains travailleurs ont dû utiliser leur carte de crédit à cause des prix ridicules des courses, de l'électricité et même de la garde d'enfants. La dette peut devenir incontrôlable avec des taux de carte de crédit élevés. Avec la baisse des taux hypothécaires, c'est le moment d'effacer cette dette. American Financing aide propriétaires comme vous à économiser plus de 800 $ par mois. Il finalise même certains dossiers en seulement 10 jours. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez retarder 2 paiements hypothécaires. Il n'y a aucun frais initiaux pour savoir combien vous pourriez économiser. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter American/Owens. C'est American/Owens. Alors peut-être que Brigitte et Emmanuel Macron déposeront cette plainte dans l'État du Tennessee. Peut-être qu'ils le feront. Et peut-être que dans leur esprit, d'abord, ils ne s'attendaient certainement pas à ce que je montre cette lettre. Je peux vous l'assurer. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens feraient. La plupart des gens consulteraient leurs avocats et resteraient en silencieux à ce sujet. Je n'apprécie pas les menaces. Je n'aime pas les menaces. D'accord. Je ne suis pas arrivée là où je suis dans la vie en partant de rien du tout pour que des gens de l'élite me menacent de me faire taire parce que je révèle ce que je considère être la vérité. D'accord. Surtout pas quand cela vient d'une nation étrangère qui n'apprécie pas la liberté d'expression ou qui pense pouvoir me dicter ce qui est ou n'est pas satanique et comment je dois parler de leurs Jeux olympiques. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. D'accord. Ça ne marche pas du tout comme ça. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils comptent là-dessus. Ils comptaient sur mon silence. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas le cas. Ils comptent probablement sur leur argent et ils comptent probablement sur leur pouvoir pour essayer d'étouffer encore plus cette situation. Essayer de miser sur, je ne sais pas, tenter de me réduire au silence devant les tribunaux. En Amérique, bonne chance, mon pote. Bonne chance pour essayer d'y arriver. Bonne chance pour essayer d'empêcher la publication du reportage sur lequel nous travaillons, qui doit toujours sortir dans 2 semaines et il ne sera pas diffusé sur YouTube. Je pense maintenant que vous avez eu quelque chose à voir avec les vidéos très étranges qui ont été supprimées, 3 vidéos que vous avez mentionnées dans cette lettre juridique, ce qui n'avait aucun sens au moment où elles ont été retirées, parce que vous étiez inquiet des informations que nous révélions. Eh bien, vous devriez savoir que lorsque nous publierons cette série sur laquelle nous travaillons, à propos du scandale Brigitte Macron, elle ne sera pas diffusée sur YouTube. Vous n'aurez aucun pouvoir ici, d'accord?
Elle sera diffusée sur mon site internet, Candice, et les gens pourront la regarder, qu'ils veuillent la voir en français ou en anglais. Vous comptez sur les structures de pouvoir, moi je compte sur le peuple. Parce que vous voyez, monsieur, Macron, vous deux, messieurs, dans mon monde, je mise sur le peuple. Quand j'ai une intuition ou un pressentiment à propos de quelque chose et que les gens commencent à penser que le peuple américain et le peuple français dans le monde ne vont pas gagner, je mise toujours sur les gens ordinaires. Vous n'avez aucune idée de l'armée que nous pouvons mobiliser ici, des gens qui vont enquêter, qui vont creuser les choses. Demandez à Kamala, une de leurs amies, demandez à Kamala ce que ça a été quand elle a traversé les Kamala Chronicles. Nous allons définitivement, assurément, une fois que les mères ici en Amérique comprendront ce qui se passe en France, les inspirer simplement des mères voulant protéger leurs enfants, à examiner de plus près ces allégations et à se demander ce qui se passe en France. Et comme je l'ai dit, ce sera une armée d'enquêteurs composée de gens ordinaires. D'accord, je comprends. Vous vous sentez vraiment protégé par l'État et vous pouvez envoyer ce genre de choses, mais je pense que vous faites le mauvais pari ici. On verra bien ce qui va se passer. Comme je l'ai dit, l'article doit toujours sortir dans 2 semaines. Et je parie. Étant donné la lettre que vous venez de m'envoyer, le moment où elle a été envoyée étant particulièrement suspect après tout ce temps, je parie que ce que nous allons publier aura plus de visibilité que tout ce que nous avons jamais publié dans l'histoire de cette émission. Donc je vous dis au revoir, monsieur et monsieur.